Alors, la dernière fois, je n'avais pas... on avait fait la moitié du thème sur Eugène Thénault, donc on va finir et puis je passerai à la suite. Je vais rappeler quand même là où nous en étions. Oui, c'était à peu près au moment où il est arrivé à la Gironde, c'est ça. Alors, je vais redéfiler comme ça le diaporama et on va revenir. Donc, je vous rappelle, Thénault, 1839-90, j'ai mis un beau titre, le parcours d'un républicain au XIXe siècle. Bon, en fait, il y a un article que j'avais fait qui doit paraître dans le prochain bulletin de la Société académique. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il sera dans le prochain numéro qui doit paraître, je ne sais pas, très bientôt. Alors, on avait consacré la première partie à évoquer la construction du militant entre 1839 et 1870. Il est né à La Reule, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, et il était né dans un milieu, ses parents ont eu les moyens de lui payer des études secondaires, il a eu le bac au lycée de Pau en 1855, et après il était parti faire des études de médecine à Paris, et puis son père est mort 2 ans après, et donc c'est pour ça que j'ai marqué une destinée interrompue. Et il est devenu, on disait maître d'études à l'époque, c'est-à-dire pion, on dirait aujourd'hui, dans des établissements, notamment à Montpellier, à Saint-Gaudens, où il a rencontré sa femme, et puis ensuite à Alger. Il avait traversé la Méditerranée comme beaucoup de gens. Bon, à l'époque. Ça, c'est la maison natale qui est à La Reule. À Alger, je rappelle, il avait fait la connaissance de ce monsieur, Louis Jourdan, qui était un journaliste, essayiste, qui avait été condamné, parce qu'à l'époque, aujourd'hui on a une liberté d'expression tout de même. À l'époque, la liberté d'expression au début du Second Empire, ça n'existait pas trop. Et Louis Jourdan avait tenu des propos qui n'avaient pas plu au président Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon III, et il s'était retrouvé exilé pendant 6 mois à Alger. Bon. Et Thénault a fait sa connaissance là, parce qu'à travers, il a eu un de ses fils au lycée d'Alger, et il a fait la connaissance de Louis Jourdan. Il faut dire aussi qu'à Alger, à l'époque, il y avait beaucoup de transportés, comme on disait, c'est-à-dire des gens qui s'étaient opposés au coup d'État de Napoléon III, de Louis-Napoléon Bonaparte, et qui avaient été arrêtés et condamnés à être déplacés d'autorité à Alger. Bon. Et donc là, il a fait la connaissance de Louis Jourdan, et quand ça a une incidence sur la suite, parce que en 1864, il retourne à Paris, et il trouve un emploi au journal Le Siècle, certainement sur les recommandations de Louis Jourdan, qui travaillait au Siècle également. Bon. Alors, il s'est fait connaître par des publications sur lesquelles je reviendrai après. Il a publié notamment 2 livres. L'un a fait un flop lorsqu'il est paru en 1865, c'est-à-dire il a voulu faire un récit du coup d'État, de la résistance au coup d'État du 2 décembre 1851 en province, donc département par département. Et le premier s'appelait 1851, le coup d'État en province. Bon, mais ça a fait un flop. Par contre, 3 ans après, en 1868, il publie le coup d'État à Paris, et ça, c'est un succès. Les milieux parisiens, il faut dire qu'on est
à partir du milieu des années 1860, l'Empire s'est libéralisé sur le plan politique. C'est pour ça qu'il y a une opposition républicaine qui réapparaît, il y a une presse républicaine qui réapparaît, etc. Et donc il y a aussi des ouvrages qui sont publiés. Alors c'est cet ouvrage qui a fait de lui, qui l'a fait connaître, quoi. Hein, voilà cette caricature parue à l'époque, où avec ces deux livres, et il y en avait un troisième qui s'appelait Le suffrage universel et les paysans, mais qui n'a pas eu de succès sur le moment non plus. Bon, il tape sur, on voit les piliers du régime impérial, un évêque, un magistrat, un général, Napoléon III lui-même sous un autre livre. Bon, il est caricaturé dans un journal qui est d'obédience républicaine. Hein. Alors, il fréquente tous ces milieux-là, et il prend du galon au sein du journal Le Siècle, dont il va écrire les éditoriaux. Lorsque, après la déclaration de guerre, la France perd la guerre au siège de Sedan, l'empereur lui-même est fait prisonnier. Le 2 septembre 1870, 2 jours après, la population parisienne se soulève, envahit le palais Bourbon, les députés républicains amènent tout le monde à l'hôtel de ville, et là, ça c'est une vieille tradition qui remonte à la Révolution, depuis l'hôtel de ville, on proclame la République. L'hôtel de ville, ça a aussi un symbole pour les républicains en France. Hein. C'est à l'hôtel de ville que Louis XVI s'était rendu au lendemain du 14 juillet 89 et que Lafayette lui avait remis la cocarde. Ensuite, c'est à l'hôtel de ville que Robespierre s'est réfugié le jour où, lors des journées de Thermidor, lorsqu'il a été renversé. Bon, et puis ça n'a pas marché. L'hôtel de ville, jusqu'à récemment, lorsque le général de Gaulle entre dans Paris à la Libération, où va-t-il en premier? C'est à l'hôtel de ville, où il fait son fameux discours. Hein. Nous sommes ici, Paris vaincu, Paris écrasé, Paris assiégé, mais Paris libéré. Bon, c'est un fameux discours qu'il a fait à l'hôtel de ville. Et il était monté sur le balcon, n'est-ce pas, sur les fenêtres, lui qui était grand. Ironie de l'histoire, il y avait des gens qui le retenaient en bas pour pas qu'il tombe. Et sur les deux qui le retenaient, il y en a un qui s'appelait François Mitterrand. Bon, il aurait pu laisser tomber, mais bon, c'était pas le cas. Bon, donc l'hôtel de ville a un symbole. Donc c'est depuis le balcon de l'hôtel de ville que Gambetta proclame la République. Et Gambetta était un proche de Thénault, ou Thénault plutôt un proche de Gambetta. Et le gouvernement de la Défense nationale décide de poursuivre la guerre. Ça, c'est très important, contre la Prusse. Et ils vont changer tous les préfets, réorganiser, recontrôler le territoire. Et Gambetta va nommer dans chaque département des républicains comme préfets, sur lesquels il peut compter. Et dans les Hautes-Pyrénées, il nomme Eugène Thénault, qui est un jeune homme de 39 ans, enfin un jeune homme, oui, pour l'époque quand même, qui a 39 ans et qui se retrouve à Tarbes, où il va être préfet pendant 2-3 mois. Hein. On en a parlé la dernière fois, donc je ne vais pas insister. Et là, sa vie bascule, parce que d'intellectuel, il va rentrer davantage dans la vie politique. Pendant 20 ans, puisqu'il va mourir en 1890. Alors, c'est une année terrible, de septembre 70 à août 71 pour lui. D'abord, septembre 70 jusqu'en février, il est préfet des Hautes-Pyrénées, il organise la défense nationale. Ça se termine par un échec, parce qu'aux élections de février, parce que oui, je rappelle que le gouvernement allemand, Bismarck, ne veut pas négocier avec un gouvernement qui, selon lui, n'est pas légitime. Donc, il voudrait que le gouvernement français soit légitimé par des élections. Donc, les élections sont organisées en février 1871. Les républicains, avec Gambetta, perdent. Hein, et c'est une majorité composée de monarchistes, essentiellement, mais aussi de républicains modérés, tout cela conduit par Thiers,
qui a la majorité et qui va négocier la paix. Bon, Thénault, lui, il était dans le camp de Gambetta pour la poursuite de la guerre. Et dans le département des Hautes-Pyrénées, la liste qu'il conduit a connu un échec cuisant en février 71, ce qui fait qu'il va démissionner de sa fonction de préfet et retourner à Paris. Bon, on aura l'occasion de reparler du personnage central de Goulard, personnage aussi complètement oublié dans les Hautes-Pyrénées, mais qui a joué à un moment donné un rôle clé, et qui sera, d'ailleurs c'était un proche de Thiers, bon, il n'était pas originaire du département, hein, mais il avait déjà été élu sous la monarchie de Juillet parce qu'il avait épousé une Haut-Pyrénéenne, Darro, hein, de la famille Ferraud d'Arro. Ferraud, c'était une dynastie de notaires d'Arro. Et de Goulard, sous le Second Empire, eh bien, il est silencieux, quoi. Il n'a pas rallié Louis-Napoléon Bonaparte, il n'a pas fait d'opposition visible ou intempestive, hein. Néanmoins, il habitait Luscan, et Luscan, c'est sur la route de Luchon, comme tous les étés, à peu près, Thiers venait à Luchon, ils se rencontraient, quoi. Ce qui fait que en 1870-71, dès qu'ils ont gagné les élections, c'est lui, Thiers va le charger de négocier tous les aspects financiers du traité avec la Prusse, hein. Après, il deviendra ministre dans le gouvernement de Thiers, et il deviendra même ministre de l'Intérieur. Bon. Alors après, c'est quelqu'un dont, enfin j'aurai l'occasion d'en reparler, mais je peux le dire tout de suite, pourquoi pas, hein. Thiers, qui avait été un orléaniste, monarchiste, il a été ministre, chef du gouvernement sous Louis-Philippe à plusieurs reprises. Thiers a basculé dans le camp républicain. Oui, évidemment, il y a eu la Commune entre-temps, mais bon, Thiers s'est rallié à la République. Alors évidemment, bon, c'est le centre-gauche, hein, si vous voulez. Mais quelqu'un comme de Goulard est resté monarchiste. Et c'est pour ça que Thiers a été renversé ensuite, en 1873. Il a été renversé, il a perdu sa majorité, parce que les monarchistes le soupçonnaient, hein, d'accepter le régime républicain, sincèrement. Et ils l'ont renversé, et de Goulard, et c'est comme ça que MacMahon s'est retrouvé président de la République, et de Goulard a suivi MacMahon. Il a soutenu MacMahon au point que, en mai 1874, MacMahon lui a proposé de former le gouvernement à Goulard. Il a refusé. Et il est décédé quelques semaines après. Il avait des problèmes de santé et il est décédé quelques semaines après. Alors c'est un personnage dont on parlera. On aura l'occasion d'en parler. Peut-être quand on aura fini Thénault, on va le retrouver immédiatement comme un personnage influent dans le département. Alors, il retourne à Paris. Alors, justement... Et quand il retourne à Paris, en février, Thénault, il reprend son poste au journal Le Siècle, mais quelques semaines après, éclate la Commune. Voilà. Alors, quelle a été son attitude pendant la Commune? Alors, pour le savoir, ce que moi j'ai dû faire, c'est pour l'article en question, là, pour la bulletin académique, c'est d'aller lire, puisque nous avons, le journal Le Siècle a été numérisé. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez beaucoup de journaux nationaux, et maintenant des journaux locaux, et voire du département des Hautes-Pyrénées, ça commence, sont numérisés, et vous les trouvez, sont numérisés par la Bibliothèque nationale de France, hein, et vous les trouvez sur Gallica, sur le site Gallica. Je ne sais pas si vous connaissez Gallica, mais si vous voulez, vous lisez, vous tapez Le Siècle sur Gallica, vous aurez un calendrier, vous choisissez la période de février 71, et là vous pourrez y lire des éditos d'Eugène Thénault. Et donc on voit quelle position il prend. Et d'ailleurs, c'est tout le positionnement
des diverses gauches. Parce que, oui, j'ai vu, ça fait sourire quand je dis que Thiers bascule dans le camp républicain, parce que Thiers, c'est effectivement la semaine sanglante. Mais voilà, un des problèmes, on aura l'occasion d'en parler prochainement, si vous voulez, mais on parle de la gauche et de la droite. Mais en fait, il y a des gauches et il y a des droites. Bon. Et depuis le 19e siècle, on a quand même, les partis changent, peu importe les noms et tout ça, mais il y a des courants quand même. Et il y a des courants qui perdurent. Hein. Il y a toujours eu deux gauches, avec des variantes peut-être à l'intérieur de chacune, mais il y a toujours eu une gauche plus radicale, désireuse d'en découdre, etc. Et puis une gauche plus modérée, prête au compromis, etc. Bon, alors c'est ce qu'on appelle les réformistes ou les révolutionnaires. Alors selon les époques, on a ce débat, hein, voilà. Et c'est toujours vrai, c'est toujours vrai. Et puis qu'est-ce qu'on voit quand même? Alors ça commence en juin 48. Hein, lorsqu'il y a la révolution de février 48, tout le monde est enthousiaste, etc. Et puis, après l'élection de l'Assemblée constituante, eh bien, on va avoir un affrontement entre une gauche plus radicale, Blanqui, Louis Blanc, etc., qui trouvent que les choses vont pas assez vite, et on a les fameuses journées de juin. Et qui réprime les journées de juin? Eh bien, c'est des gens qui venaient de la gauche, c'est Cavaignac. Voilà, bon. On a toujours eu ça. Alors, évidemment, Cavaignac, quand il va se présenter aux élections, contre Louis-Napoléon Bonaparte, il va être battu. Mais parce qu'il y a toute une partie de la gauche plus radicale qui ne le soutient plus, parce qu'il a fait tirer sur eux. Bon, alors, on va se retrouver dans une situation un peu comparable au moment de la Commune, mais si moi je saute le temps, 1848, je passe à 1947. 1947, bon, lorsqu'il y a la rupture, au début de la guerre froide, bon, on a en France, alors peut-être que certains d'entre vous ont connu ou ont entendu parler de cette période, je ne sais pas, si en 47 vous étiez en vie déjà, ou si vous étiez en âge de suivre ce qui se passait. Moi pas, hein, j'étais pas né, mais mon père s'en souvient, et puis bon, en histoire on l'a étudié, mais en 47, un des effets du début de la guerre froide, eh ben, c'est que en France, il y a le départ du Parti communiste du gouvernement. Hein. En fait, ils partent pas, ils sont mis à la porte. Bon, mais parce qu'à l'Assemblée, ils votent contre le gouvernement, donc le chef du gouvernement, qui est un socialiste, Ramadier, exclut les communistes du gouvernement. À partir de là, on va avoir une longue période de grève, etc. Et c'est des grèves qui sont très dures. Et qui mène la répression? C'est Jules Mock, hein, qui est ministre de l'Intérieur et qui est un socialiste. Bon, c'est très complexe. Moi, mon père, il avait été rappelé, il était donc réserviste, il a été rappelé en 1947. Et c'est un truc concret qui me perturbait et qu'il avait perturbé à lui. Et il a été envoyé à Clermont-Ferrand. Bon, à Clermont-Ferrand, il y avait les Michelin. Bon, et ils étaient en grève chez Michelin. Bon, et la CGT était forte chez Michelin à Clermont-Ferrand. Eh bien, ils ont reçu des balles réelles pour éventuellement tirer sur les gens de chez Michelin. Vous voyez le problème. Lui qui était ouvrier à Pierrefitte, rappelé, il n'aurait jamais tiré sur les... Mais c'était encore une guerre entre deux gauches. Et justement, alors, cet épisode me fait penser à la révolte des vignerons de 1907 dans le Languedoc, hein, quand Clémenceau, il ordonne de tirer, hein, aux soldats sur les viticulteurs.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le fusil à l'envers. Hein, ils lèvent la crosse et puis ça y est. Et ils disent on ne va pas tirer nous. Nous sommes des soldats, mais nous sommes des fils de paysans pour la plupart. On ne va pas tirer sur d'autres paysans. Et Clémenceau, c'était la gauche de l'époque. Alors, c'est compliqué tout ça, ces histoires. Alors, il y a toujours eu ces deux gauches. Alors, elles se sont tantôt vraiment affrontées. Alors, sont-elles irréconciliables, comme l'a dit un ancien Premier ministre, mais elles se sont aussi rabibochées dans certaines circonstances. Voilà. Et ça, voilà, c'est toute la vie de l'histoire de ces deux gauches, quoi. Bon, ce qui veut dire que quand on regarde le présent, il faut aussi avoir un œil sur un peu le passé. Alors, pas dans le rétroviseur pour dire que c'était mieux, mais il y a plein de choses qui se reproduisent, quoi. Voilà, bon. Alors là, je vous livre un avis qui est une observation personnelle. Vous pouvez être tout à fait en désaccord et on peut en discuter. Mais bon, moi, c'est ce que je constate parce que là, Thénault, le jeune Thénault, qui défend la défense nationale pendant 2 mois à Tarbes, qui réquisitionne, il apparaît, pour beaucoup de gens du coin, il s'est conduit un dictateur. D'ailleurs, ça lui sera toujours reproché par la droite ou les modérés du département. Il s'est conduit comme les représentants en mission sous la Révolution. On est attaqué, il faut se défendre, allez hop, pas de cadeau, tout le monde doit suivre. Bon. Alors, il a 39 ans, je comprends, c'est un républicain convaincu, il a toujours été frappé, il n'a pas compris pourquoi les Français avaient accepté le coup d'État sans trop se révolter, etc., etc., quoi. Il détestait le régime de Napoléon III. Mais là, la Commune, ça va le perturber considérablement. J'ai mis là en photo, enfin c'est un tableau peint par Gustave Courbet, de Gustave Chaudet, qui dirigeait le journal Le Siècle. Il a été arrêté sur les ordres de Delécluze, de la Commune de Paris. Et il a été fusillé sans procès lors de la Semaine sanglante. Bon. Chaudet, c'était ça avait été le légataire, c'était lui qui était chargé d'exécuter le testament de Proudhon. C'était pas un facho, comme on dirait aujourd'hui. C'était pas un anti-communard. Bon, mais il a été arrêté parce qu'il ne plaisait pas à Delécluze. On est dans des périodes qui sont folles aussi à certains moments. Alors, Thénault, lui, d'ailleurs, quelques jours avant que lui ne soit fusillé, que le journal a été interdit, avant que Chaudet ne soit tué. Et ils ont quitté Paris, et le journal a reparu à Corbeil, quelques jours après. Bon, alors quelle était la position de Thénault dans tous ces articles? Il était sur la ligne de Gambetta et de Ferry. Et puis des gens qui étaient autour d'eux, quoi. Ferry, il était maire de Paris, officiellement, et il est parti sous les cris de « à mort Ferry, à mort Ferry ». Bon, alors il voulait pas partir, il voulait rester dans une mairie, je sais plus de quel arrondissement, et c'est son frère, et puis des gens qui travaillaient avec lui, qui l'ont poussé à partir, parce que s'il était tombé là, entre les mains de la foule, Ferry, il aurait été zigouillé. Enfin, il lui serait arrivé d'être emprisonné au moins. Bon. Et il a toujours gardé dans la tête la peur de ça. C'est pour ça qu'il est allé se réfugier dans les Vosges, dont il était originaire. Et après, il ne se présentera plus à Paris, mais dans les Vosges. Gambetta, lui, après toute cette période difficile, et après l'échec aux législatives, il est allé se reposer, parce qu'il avait des problèmes de santé, sur la côte basque espagnole. Bon. Mais il a toujours gardé contact. Et ils se sont retrouvés impuissants face à la Commune. Voilà. Et dans ces articles, Thénault, ils conjurent, ils ont toujours cru, ils croient toujours qu'une réconciliation est possible entre les communards et les républicains. Et donc Versailles aussi. Alors pourquoi
et quand les Versaillais rentrent dans Paris, et qu'on est au début de la semaine sanglante, il les conjure de ne pas avoir une victoire trop importante. Où c'est que j'avais un texte, je vous l'ai lu l'autre jour, mais c'était frappant. Oui, par exemple, voilà ce qu'il dit. Nous n'avons, ça c'est le 20 avril 1871, nous n'avons aucune attache gouvernementale ni à Paris ni à Versailles. Notre politique n'est ni celle de M. Thiers ni celle de M. de l'Écluse. Nous préconisons l'avènement d'une république fédérale. Nos principes nous isolent, pour ainsi dire, et sur le terrain des idées, nous pouvons être regardés comme neutres. Bon, parce que pour eux, pour Ferry comme pour Gambetta, le jusqu'au-boutisme de la Commune va se retourner contre les républicains. Parce qu'ils pensent que ceux qui vont gagner, c'est les monarchistes, qui sont durs, et qui vont dire après aux gens, voyez ce que ça fait la République. Alors eux, modérés, ils disent, ben non, alors la République, ça va être foutu. Parce que l'excès va se retourner contre vous. Bon, alors, voilà, à l'époque, Thiers se dit converti aux Républicains, à la République, il en doute, Thénault. Il en doute. Gambetta aussi. Hein. Ferry, moins. Ferry est le premier à soutenir Gambetta. Thiers. Bon, alors après, bon, Ferry, il n'est pas exempt de tout intérêt, parce que, bon, quelque temps après, il a été nommé ambassadeur à Athènes. Bon, c'est pas mal. Mais lui, il n'attendait pas Athènes comme poste. On a su plus tard hein, que Thiers lui avait promis un poste d'ambassadeur à Washington. Bon, et donc pour lui, pour Ferry, c'était peut-être mieux, puis il ne l'a pas eu. Bon, ce qui veut dire que, bon, hein, c'est... Mais bon, je ne veux pas entrer. Il y a une excellente biographie de Jules Ferry faite par Jean-Michel Gaillard, qui est un historien qui est mort aujourd'hui. Et en parallèle, il y a une excellente biographie, tout ça c'est chez Nathan, hein, de Gambetta. Mais autant Jean-Marie Meyer pour Gambetta que Gaillard pour Ferry, ils ont eu la chance de tomber chacun sur la correspondance personnelle, l'un de Ferry et l'autre de Gambetta. Alors là, dans la correspondance personnelle, eh bien, ils ont le courrier que eux s'envoient d'ailleurs à une époque, Gambetta et Ferry, quand ils sont jeunes. Hein. Ils ne parlent pas d'ailleurs que de politique. Ils se racontent de leurs aventures. Bon, ça fait un peu de croustillant dans la biographie. Mais après, dans les lettres qu'ils envoient à des amis ou autres, ils ont l'occasion d'expliquer leur pensée, de la développer. Et ça, c'est très, très intéressant, parce qu'on a le point de vue. Sur Thénault, on n'a pas de correspondance personnelle, etc. Il paraît que pour Goulard, ça, je fais une parenthèse, mais c'est Justiniani qui l'a récupéré, on a aux archives, mais ça n'a pas encore été trié, c'est en dépôt, et comme nous n'avons pas encore suffisamment de locaux dans les archives, on a toute une correspondance personnelle de Goulard, et qui sera intéressant d'aller étudier un jour, parce qu'on y apprendra des choses, notamment s'il y a de la correspondance avec Thiers, ça peut être très intéressant. Hein. Il y a 2-3 ans, Justiniani a récupéré aussi la correspondance d'un Argelésien, Michel Alicot, et il y a des choses intéressantes. Mais encore une fois, c'est pas exploitable parce que ça n'a pas été encore classé. Ils sont occupés, enfin, il y a plein d'autres choses. Bon, alors, je disais que ces deux-là, Gambetta, il a mis du temps avant de reconnaître une alliance possible avec Thiers. Hein, il a mis du temps. Hein, c'est donc une analyse qui est intéressante parce que Thénault, il est désemparé par cette situation. Hein. Et à partir de là, en août 71, il va débarquer à Bordeaux, il quitte le chaudron parisien, si je puis dire, et
Alors j'ai marqué grand A, B, un notable républicain 1871-1885. Bon, il quitte Paris parce qu'il a retrouvé un boulot dans la presse à la Gironde de Bordeaux, donc qui est l'ancêtre de Sud-Ouest, qui est la propriété d'un monsieur qui s'appelle Gounouillou, Gustave Gounouillou, qui est un imprimeur bordelais. Et jusque-là, c'était André Lavertujon qui était rédacteur en chef. Et Lavertujon avait été directeur de cabinet de Gambetta quand Gambetta était ministre de l'Intérieur. Et Lavertujon, lui aussi, devant tous ces événements, il a envie de prendre l'air et il va faire autre chose. Il reviendra dans la vie politique par la suite, mais il laisse sa place et Gounouillou embauche Thénault. Et alors Thénault vient à la Gironde au mois d'août 1871, et là, alors on a des éléments, c'est pour ça que pour lui, il quitte ce chaudron parisien, il vient vers la province, c'est peut-être plus calme, et il va venir plus souvent à la Reule. De Bordeaux, il peut venir plus facilement à la Reule. Surtout qu'à l'époque, il y a le train. On prenait le train à Bordeaux, vous passez par la ligne de Mont-de-Marsan et vous pouvez descendre à Maubourguet, à la gare de Maubourguet, pour aller à la Reule. C'est facile à l'époque. Et un des éléments d'ailleurs qui montre qu'il a un peu tourné une page, c'est que il va y avoir la naissance d'un second fils, Henri, qui naît en 1875. L'aîné était né en 1862, à Alger. Donc c'est 12 ans après son frère aîné, voilà que naît un garçon, et l'année suivante, une fille. Donc tout se passe comme si Thénault s'était, assagi, notabilisé. Et d'ailleurs à Bordeaux, il va se notabiliser quelque part, en étant rédacteur en chef de la Gironde. Bon. Alors, autre élément d'ailleurs, c'est qu'il accepte la Légion d'honneur en janvier 1877. Bon, je pense qu'il n'aurait peut-être pas accepté avant, quoi. Alors, au cours de cette période, il va quand même rester en contact, parce que avec ses amis républicains parisiens, avec Gambetta, et toute l'obsession qu'il a, c'est de reconquérir, de conquérir plutôt ce qu'il appelle les masses paysannes à la République. Et Gambetta, il tire comme leçon de cette affaire que les républicains, ils ne gagneront que s'ils convainquent les campagnes de voter républicain. Voilà. Et à partir de... Alors on peut dire qu'il met beaucoup d'eau dans son vin, Gambetta, à ce moment-là. C'est pour ça qu'au moment du vote, on va avoir le vote de la Constitution à partir de janvier 1875, et avoir discussion pour... parce que, bon, la Troisième République, elle commence... On l'a fait commencer en 1870, mais de 1870 jusqu'en 1875, on a eu un gouvernement provisoire, avec une assemblée unique. Alors là, les monarchies... j'espère que je suis clair, mais je dois dire pourquoi. Les monarchistes sont majoritaires en 1871. Voilà, c'est comme ça le problème. On a un gouvernement monarchiste. Ils soutiennent Thiers au début, parce qu'ils croient que Thiers, ancien ministre et chef de gouvernement sous Louis-Philippe, est monarchiste. Mais Thiers bascule progressivement vers l'idée que la monarchie c'est pas fiable finalement, et qu'une république ce serait pas plus mal, une république de type parlementaire. Bon, et c'est pour ça que les monarchistes lâchent Thiers. Alors, le problème, pourquoi n'ont-ils pas rétabli une monarchie? Ils étaient majoritaires. C'est que pour rétablir une monarchie, il faut un monarque. Il faut un roi. Et le problème du roi, c'est qu'il faut trouver un roi qui soit légitime. Or, il y a comme légitime, il y a deux prétendants au trône de France à l'époque. Deux, parce que la famille royale s'est divisée en 1830. En 1830, on renverse Charles X, qui est un Bourbon,
mais on met qui à la place? Le cousin qui est un Orléans. À partir de là, hein, les deux familles sont irréconciliables. Bon, alors, on choisit un roi de quelle tendance? Les monarchistes sont à peu près équilibrés entre partisans des Bourbons et partisans des Orléans à l'Assemblée nationale. Et il y a deux prétendants. Alors il y a un descendant de Charles X, un petit-fils de Charles X, qui s'appelle Henri, qu'on surnomme souvent Henri V, parce qu'il avait régné, il se serait appelé Henri V. Et il avait le titre de comte de Chambord, duc de Bordeaux. Or, lui, il pose des conditions. Moi, je veux être roi, et c'est moi qui suis légitime, mais je veux rétablir une monarchie autoritaire. Avec le drapeau blanc, vous m'éliminez tous les symboles républicains, etc. Aucune concession. Voilà, on rétablit un régime comme il y avait sous Charles X. Il a des soutiens en Bretagne, hein, parce que si vous allez un jour à Sainte-Anne-d'Auray, ou dans le secteur de Sainte-Anne-d'Auray, vous pourrez, pas très loin du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, vous allez trouver un énorme monument à la gloire du comte de Chambord, marqué Henri V, etc. Ouais, je suis tombé un jour par hasard devant, et figurez-vous que c'est entretenu, etc. Bon, il y a toujours des gens qui défendent ce genre de position. Bon. Mais bon, dans l'Ouest, hein, puisque j'ai une anecdote, dans l'Ouest, j'ai été longtemps dans les Deux-Sèvres, bon, dans le nord de Sèvres, et pas très loin, il y avait le vignoble du muscadet. Et j'avais trouvé un producteur de muscadet dans un petit bled qui s'appelait le Loroux-Botreau, pas très loin de la Loire. Bon, et un jour, en allant chercher du vin, je tombe sur quoi? En passant dans le centre du village, sur la place de l'église, et elle y est toujours, il y a une statue de Louis XVI. Sur un lieu public, une statue de Louis XVI. Voilà, bon. Et personne n'a démoli jamais la statue de Louis XVI. Voilà, bon. Ouais, je ne porte pas de jugement, mais ça vous donne une idée, hein, de l'Ouest. Hein. Quand on vient du Sud-Ouest et qu'on va dans l'Ouest, on a on sent des différences de mentalité. Hein. Bon, alors, le comte de Chambord, il est intransigeant. Le comte de Paris, qui lui est l'héritier de la famille d'Orléans, de Louis-Philippe, lui dit « Mais moi, je m'accommode très bien d'une monarchie à l'anglaise, une monarchie constitutionnelle. Ça nous va très bien. » Bon. Alors, mais je ne veux pas être roi tant qu'il y a le cousin, on ne va pas refaire la division. Alors, ils peuvent se permettre de dire ça, parce que Henri V est célibataire, il n'a pas de descendance, etc. Bon, alors à partir de ce moment-là, lorsqu'il meurt, c'est fini, on n'en parle plus. Bon, alors, on fait traîner les choses au sujet de la succession, parce que tout le monde se dit, oh, il en a pour combien de temps? Hein, alors on va élire un président de la République en attendant, et on élit MacMahon. Mais en même temps, il faut fixer une durée à MacMahon. Alors, quelle durée? Et il en a pour combien? 4 ans? Non, c'est 10 ans, peut-être c'est trop. 7 ans. Voilà, le septennat, c'est le hasard total. Hein. C'est pour une estimation de la durée de vie du comte de Chambord. Et c'est comme ça que MacMahon se trouve élu pour 7 ans. Bon. Alors après, on réfléchit à la Constitution. Parce qu'on fait traîner pour la Constitution. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a des élections partielles, entre 1871 et 1875, on s'aperçoit que ceux qui gagnent les élections partielles, ce sont des bonapartistes. Alors, les monarchistes se disent, oulala, et si les bonapartistes ont un regain de succès électoraux, c'est eux qui vont reprendre le pouvoir. D'ailleurs, c'est très important, ça, pour nous, Cocorico, Bigourdan, c'est quand de Goulard meurt, et il y a une partielle en janvier 1975 dans les Hautes-Pyrénées, et c'est un bonapartiste, Dominique Cazot, qui était de Bénac, on l'appelait l'aigle de Bénac, qui a été élu député, hein, contre le candidat que proposaient les orléanistes, quelqu'un qui avait été parachuté dans la région, etc., qui s'appelait Michel Alicot, et qui était candidat contre Dominique Cazot, et qui a été battu. Bon.
Donc, c'est important parce qu'ils vont se mettre à ce moment-là à réfléchir à une constitution. Et ils vont imaginer une constitution, ils vont la calquer sur le modèle britannique, en se disant comme ça, le moment venu, on changera le président de la République par un roi constitutionnel. Et c'est comme ça qu'ils mettent deux chambres, la chambre des députés, élue au suffrage universel. Ils ne peuvent pas créer une chambre des pairs, parce que alors, on crée un Sénat. Ça, c'est nouveau. Et dans le Sénat, chose importante, 85 sénateurs sont nommés sénateurs à vie. Bon, alors, on met quelques républicains sénateurs à vie. Le plus célèbre, c'est Victor Hugo. Hein. Comme ça donne une caution, les républicains vont accepter. Bon, les sénateurs à vie, eh ben, c'est la préfiguration de ce que serait la Chambre des Lords ou des Pairs si on rétablissait un système à l'anglaise. Et celui qui va gouverner, en fait, c'est le président du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, mais qui s'appelait président du Conseil, à l'époque du Conseil des ministres. Le président de la République a des voix quand même, a un pouvoir quand même, à cette époque-là. Mais c'est les circonstances qui vont faire qu'il va perdre son pouvoir. Donc, si vous voulez, on met en place un système sur le modèle anglais qui pourrait à tout moment se transformer en monarchie constitutionnelle. Bon, et parce qu'on attend la mort de Chambord. Voilà. Le problème, c'est que les républicains gagnent les élections législatives. En 1876, il y a une majorité de 363 députés républicains. Alors, de toute tendance, il y a des très radicaux, il y a des gambettistes, il y a des partisans de Ferry, parce qu'ils ont chacun leur parti, il y a des partisans de Thiers aussi. Et ces 363, c'est pas du goût du président MacMahon. Qu'est-ce qui se passe? En 1877, MacMahon tente un coup de force. Il impose un gouvernement, un monarchiste à la tête du gouvernement, le duc de Broglie, et qui fait un gouvernement très, très marqué à droite, qui défend le principe de l'ordre moral. C'est ça l'argument qui fédère les droites, les monarchistes et les bonapartistes à l'époque. Et l'ordre moral, parce qu'on met en avant la religion, sa défense, etc. etc. Bon. C'est aussi une époque où, un peu partout en France, alors dans l'Ouest c'est encore plus vrai, mais à Paris aussi, où on essaye de demander à Dieu pardon pour les crimes de la Commune et de la Révolution d'Angonier, d'où la construction du Sacré-Cœur à Montmartre. La construction du Sacré-Cœur à Montmartre, c'est pour expier les crimes de la Commune. Bon. Pour demander pardon à Dieu. À cette époque-là, il faut voir tout ça. Bon. Et chaque année, le jeudi, je crois que c'est à l'Ascension, je ne sais pas, mais il y a une commémoration avec l'archevêque de Paris pour rappeler, demander pardon. Enfin, ça se fait chaque année, vous avez toujours des gens qui y vont. Bon, mais ça, c'est l'endroit le plus absolu. On a un coup de force, parce que qu'est-ce qui se passe? Évidemment, De Broglie doit obtenir l'investiture de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés. Il ne l'obtient pas. Alors, eh bien, MacMahon dissout la Chambre des députés. Il la dissout en juin 1877. Donc il faut une nouvelle élection. Mais elle est programmée pour le mois d'octobre 1877, cette élection. Alors, et ça laisse le temps au gouvernement de Broglie, qui expédie théoriquement les affaires courantes, de changer les préfets. Ici, nous avons un certain Beaupin-Beauvallon, qui est nommé préfet au mois de juillet 1877. Il est connu pour être un bonapartiste, un Gersois, et il va effectivement changer des maires. Beaucoup de maires qui sont nommés à l'époque, il ne faut pas l'oublier, vont être changés, pour être sûr d'avoir des maires qui vont contrôler les élections. Bon, bref, on fait tout un travail pour gagner sur le terrain. Et alors, c'est là que Thénault, qui gérait son journal, la Gironde, il avait créé un journal qui était non pas un quotidien au départ, mais un hebdomadaire, qui est la Petite Gironde,
un journal à 1 franc, pas très cher. Ou pas 1 franc, non, je dis une bêtise, 1 franc c'était beaucoup à l'époque, ça doit être beaucoup moins, j'ai noté ça quelque part, 2 centimes, pardon, oui, c'est 2 centimes, c'est beaucoup de centimes. Un journal à 2 centimes à partir de 1972 pour que les gens qui n'ont pas les moyens puissent s'informer. Bon, ça c'est très important parce que c'est une de ses obsessions aussi, comment informer les gens le plus près possible sur le terrain. Et à ce moment-là, lui, il va sortir et il va réécrire de nombreux articles polémiques dans tout le Sud-Ouest pour défendre. Et il y a une réédition de son bouquin Paris en 1851 en 1877. Et c'est cet exemple, enfin c'est un exemplaire de cette édition que moi j'ai trouvé chez un bouquiniste, 1877. Donc, il y a une réaction dans le pays, et alors, nos gauches, eh bien, elles essayent de se réconcilier, cette fois-ci. Et Gambetta, qui avait été un farouche adversaire de Thiers, eh bien, ils vont faire des meetings communs, des meetinges, comme on disait à l'époque, notamment à Lille. Ils tiennent une réunion commune. Gambetta va mourir, Thiers va mourir d'ailleurs peu de temps avant l'élection, mais il s'engage, c'est la dernière bataille qu'il a menée, et là, Gambetta avait sorti, c'était un avocat, paraît-il, c'était un dribeur, enfin bon, et il sort une formule qui est très connue, c'est, à l'adresse de MacMahon, il faudra se soumettre ou se démettre, c'est-à-dire que si on gagne, et on va gagner, eh bien, il faudra que tu partes, ou que tu acceptes. Voilà. On aura cette formule par la suite, elle a fait florer, on la connaît pas mal, cette formule. Bon, et il y a cette alliance entre, c'est curieux, entre Thiers et Gambetta. Il y a par contre une gauche plus radicale, menée par des gens comme Clémenceau, par exemple, qui sont pas très chauds, hein, ils traînent les pieds. Bon. Oh, oui, autre remarque pour les leaders des gauches, hein, leur histoire, c'est un glissement progressif vers la droite. Hein, bon, non mais quand on prend les leaders, Gambetta, finalement il était très à gauche sous le Second Empire, après il a glissé progressivement, il a eu des gens sur sa... Tout le monde a toujours quelqu'un sur sa gauche qui vient le booster, quoi. Voilà. Mais ça, je ne veux pas faire citer d'exemples contemporains, mais on en a. Alors après, il y en a qui passent carrément de l'autre côté, mais ça, c'est bon. Mais comme disait Edgar Faure, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Edgar Faure, un personnage qui disait on me traite de girouette, pas qu'il faut voter un peu, hein, mais la girouette c'est le vent qui la fait tourner, c'est pas elle qui tourne toute seule. Bon, alors le premier tome des mémoires d'Edgar Faure, mais il n'a pas écrit de second tome, c'était avoir toujours raison est un grand tort. Voilà, ça c'est sa maxime. Avoir toujours raison est un grand tort. Bon, bien. Alors, là, 1877, il y a Thénault se réveille et participe activement à la bataille. Et là, eh bien, dans les Hautes-Pyrénées, c'est pas le cas, parce que dans les Hautes-Pyrénées, les sortants qui étaient républicains sont battus, hein, mais sur l'ensemble du pays, c'est les républicains qui gagnent les élections. Et alors, Gambetta, il va être obligé, MacMahon, il va pas se démettre tout de suite. Il va se soumettre. Il attend les élections, des élections sénatoriales de 1879. Et aux élections sénatoriales de 1879, eh bien, les républicains emportent le Sénat. Et résultat, il est isolé et il démissionne en janvier 1879. Et c'est un républicain, Jules Grévy, qui est élu président de la République. Alors ce qui est amusant, c'est que, enfin oui, on ressort toujours aux gens. Aujourd'hui, on ne peut plus sortir des archives de l'INA pour dire, comme on le fait souvent à la télé, maintenant vous avez vu, il avait dit ça il y a 30 années, et hop, on vous sort l'archive, ou sur Internet. Or, en 1848, au moment où il y a eu le débat sur les constituantes, pour savoir s'il fallait un président de la République ou pas, parce que ça c'était un débat. Le président de la République, c'est une seule personne, il peut prendre le pouvoir pour lui tout seul, bon, il y a eu un gros débat. Et Jules Grévy, il était contre la création de la fonction de président de la République. Hein, bon. Et puis plus tard, il sera
le premier républicain président de la République. Bon, Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Donc, c'est important, donc si vous voulez, tout le système qui a été mis en place parlementaire va se poursuivre. Mais ce qui s'est passé là, c'est important parce que il y a eu un conflit alors, entre républicains et monarchistes, entre MacMahon et les républicains. Bon, les monarchistes perdent, la République peut gagner, on considère que la République a gagné. Mais institutionnellement, c'est un conflit entre le président et l'Assemblée. Or, qui gagne? C'est l'Assemblée. Hein? Et à partir de ce moment-là, ça va renforcer la pratique parlementaire. Vous comprenez? C'est l'Assemblée la source du pouvoir. D'autant plus que le président, il n'est pas élu au suffrage universel. Hein? Il est élu par le Sénat et la Chambre des députés réunis. Donc, il dépend de ces deux assemblées. Et par la suite, d'ailleurs, quand les sénateurs et les députés éliront un président de la République, ils veilleront chaque fois à ne pas désigner quelqu'un qui a une trop forte personnalité. Hein? Après la guerre en 1920, lors des élections présidentielles de 1920, Clémenceau est candidat à la présidence de la République. Or Clémenceau, il était très âgé, mais bon, il était candidat. Il a été battu. Et il a été battu par Paul Deschanel. Celui qui est tombé du train après. Hein? Bon. Et on a eu comme ça, quand Aristide Briand a voulu se présenter aussi, eh bien Aristide Briand, on l'a mis sur la touche. Et même sans aller revenir aussi près de nous, mais en 1800, le pauvre Grévy, il va être obligé de démissionner, il va être réélu, mais il sera obligé de démissionner peu de temps après avoir été réélu, parce que son gendre trafiquait des légions d'honneur, hein, et donc gros scandale, il lui garantissait, vous pouviez avoir la légion d'honneur en graissant la patte de Wilson, le gendre du président de la République. Bon. Alors ça fait scandale, ça, etc. On élit un nouveau président de la République. Eh bien, c'est en 80, ça doit être vers 87, 90, 87, 88, et 87, oui, eh bien, Ferry, pardon, est candidat, et Jules Ferry, c'est un personnage à l'époque, hein, eh bien, il est battu. On lui préfère Sadi Carnot, hein, qui est un personnage qui a une moins forte personnalité, etc. Bon, autrement dit, on a toujours veillé à ce que on n'élise pas un président qui ait une forte personnalité et qu'il exerce pleinement ses pouvoirs, parce qu'il a des pouvoirs sous la Troisième République. Mais bon, c'est comme ça. C'est le Parlement qui se méfie. Voilà. Bon, ça fait partie de notre histoire constitutionnelle. Hein. C'est tout le problème de la cinquième. Hein. On a dit que c'était une monarchie républicaine. Bon, parce que les Français, ils aiment la République, il faut qu'ils discutent, qu'ils donnent leur point de vue, etc. Mais ils sont nostalgiques aussi de l'incarnation de la monarchie. Alors, le président, c'était, bon, c'est ce que disaient certains, hein, il y a eu des bouquins écrits comme ça, la monarchie républicaine. Bon. Glissons. Alors, j'en suis à Thénault, parce que Thénault, une fois l'affaire MacMahon passée, l'affaire, pardon, le coup de force de 1877 terminé, Thénault revient à ses préoccupations de journaliste, mais on le voit de plus en plus fréquenter le département des Hautes-Pyrénées. Parce que quand les Républicains vont gagner, il va falloir attendre la grande victoire de 1881, mais il y a des mesures qui commencent à être prises. En particulier, on constate que dans le département des Hautes-Pyrénées, il y a des élections partielles et les Républicains gagnent ces élections partielles. Bon, par exemple, dans la circonscription de Tarbes, en 1877, avait été élu un orléaniste, Henri d'Arnaudat. Bon, et son élection a été invalidée au mois de novembre 1878. Et alors, là, il y a une élection, et c'est un républicain modéré, Anatole Desbons, de Maubourguet, qui lui succède. Et le même jour est élu, alors ça à Vic,
il y avait des élections partielles aussi pour réélire un conseil général, parce que le conseil général était décédé, et est élu un jeune vétérinaire qui a jeune, 34 ans, pour l'époque c'est jeune, 34 ans, bon aujourd'hui on vous dirait mais encore que si, hein, mais 34 ans, à l'époque, Joseph Fitte, hein, vétérinaire du canton de Vic, qui est un personnage qui va rester ensuite qui avait été élu maire de Vic, qui a été maire de Vic, conseiller général, et puis député, jusqu'à sa mort en 1915. Il a été opéré et puis il ne s'est pas réveillé. Mais Joseph Fitte est un personnage. Hein. Vous avez une des rues principales de Vic qui s'appelle l'avenue Joseph Fitte. Hein. Alors, ça veut dire que là, on a des exemples sur le nord du département où on voit que les républicains ont progressé. Alors, l'année suivante, en 1880, il y a des élections cantonales. Il y a 13 sièges à pourvoir, puisque c'est la moitié, il y avait 26 cantons, et c'est la moitié est renouvelable tous les 3 ans, c'est ça, à l'époque, et ça va durer ça jusqu'à la réforme de 2015. Donc, il y a 13 sièges à pourvoir, et les républicains en emportent 12. Ils avaient 5 sortants et ils reviennent à 12. Et le Conseil général bascule à ce moment-là. On le verra dans la leçon suivante, mais il bascule à ce moment-là dans le camp des républicains. Et mieux, à l'époque, ça a été supprimé en 1940, il y a des conseils d'arrondissement. Comme il y a un conseil général à côté du préfet, eh bien il y avait un conseil d'arrondissement à côté du sous-préfet. Donc il y avait 3 arrondissements, 3 conseils d'arrondissement. Et les 3 conseils d'arrondissement basculent dans le camp républicain. Bon. Et lors des élections municipales suivantes, à l'issue des élections, bon, les préfets, ils demandent aux gens, ils essayent de savoir la couleur du maire en général. Hein. 238 municipalités se déclarent partisanes de la République, contre 114 se déclarent officiellement conservatrices. Il y en a 128 qui sont neutres. Bon. Sur les 21 chefs-lieux de canton, sur 25, parce qu'il y a 26 cantons, mais Tarbes est divisé en 2 cantons, il y a 21 ont un maire républicain. Donc la République s'enracine. Et la meilleure preuve, c'est l'élection sénatoriale de 1882, parce que vous savez, hein, l'élection sénatoriale, ça reflète le résultat des élections municipales et cantonales précédentes. Et bien aux élections de 1882, les républicains gagnent les 2 sièges. Alors, il y a eu cette histoire du Sénat. Quand le Sénat a été créé, bon, il y avait les sénateurs inamovibles. Les républicains vont supprimer. Alors, évidemment, les sénateurs inamovibles, ils vont le rester jusqu'au bout, puisque les lois ne sont pas rétroactives. Mais on va supprimer, au fur et à mesure où ils meurent, hop, on les remplace par des sénateurs élus. Et quelqu'un comme Gambetta, sous l'influence de Thénault, et d'autres, mais a défendu le principe d'une seconde chambre. Au départ, vous savez, chez les républicains, les républicains, il y a toujours eu le problème. Une assemblée ou 2 assemblées. Voilà. Alors, le souvenir d'une seule assemblée, c'est la Convention, sous la Révolution. Alors, si elle est aux mains de quelques exaltés, parce qu'il y a eu une élection, alors c'est comme s'il y avait un danger. Bon, bref, on peut penser que une seule assemblée, ça peut être dangereux. Donc, est-ce qu'il ne faut pas 2 assemblées? Débat qu'il y a eu aussi en 1848. Mais en 1848, ils avaient tranché pour une seule assemblée. On l'avait maintenu. En 1875, dans la discussion, on met 2 assemblées aussi. Et, comment il s'appelle, Gambetta, défend à fond cette idée. Et
qu'on entend aujourd'hui aussi. Hein. Et il avait baptisé le Sénat le Grand Conseil des communes de France. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le Sénat représente un peu la ruralité, quoi, en gros. Hein. Il y a eu ce débat aussi en 1946, à la Libération. L'Assemblée constituante, la première Assemblée constituante élue à la fin de 1945, a proposé un projet constitutionnel dans lequel il n'y avait qu'une seule Assemblée. Hein, bon. Alors, la majorité de l'Assemblée de la première constituante en 1946 était composée essentiellement de gens de gauche, du Parti communiste, qui avait le plus grand nombre de sièges, et puis de socialistes aussi. Le MRP avait aussi beaucoup de voix. Tous les autres partis avaient très peu de voix. Or, ce projet a été soumis à référendum au mois de juin 1946, et les Français ont rejeté le projet constitutionnel de juin 1946. Résultat, on a eu une seconde Assemblée constituante en 1946 pour refaire une constitution. Cette fois-ci, le MRP était en position plus importante, de force. C'est pour ça que jusque-là, le chef du gouvernement provisoire, ça avait été Félix Gouin, un socialiste, après quoi ce sera Georges Bidault, un MRP, et eux, ils vont proposer le retour à 2 assemblées. Mais en fait, c'est pas tout à fait 2 assemblées, parce que il y a l'Assemblée nationale, le nom qu'elle a aujourd'hui, pour la Chambre des députés, qui est élue au suffrage universel direct, et au début de la 4ème République, et à côté, il y a un Sénat débaptisé qui s'appelle le Conseil de la République. Bon, sans trop de pouvoir, avec un pouvoir consultatif. Et c'est cette constitution qui est adoptée. 3 ans après, 1948, il y a une réforme constitutionnelle qui redonne au Sénat plus de pouvoir. Le Conseil de la République redevient le Sénat, avec l'élection par les maires, etc. Parce que le premier Conseil de la République, voilà, je m'écarte, mais bon. Remarquez, ces affaires institutionnelles, c'est toujours intéressant d'en discuter. Hein. Le premier Conseil de la République, il a été élu. Alors, c'était compliqué. C'était une usine à gaz, l'élection. Mais historiquement, c'est intéressant, parce que ça a eu lieu qu'une fois, cette élection. Mais comment ça se passe? Il faut désigner des délégués sénatoriaux. Mais on ne demande pas aux communes, comme aujourd'hui, de désigner un délégué sénatorial par commune. On décide qu'il y aura un certain nombre de délégués sénatoriaux par canton. Et comment va-t-on désigner? Qui va désigner ces délégués sénatoriaux? Eh bien, ce sont les électeurs. Et sur quelle base? Eh bien, les partis qui souhaitent être représentés déposent des listes de délégués sénatoriaux par canton. Alors, il y a donc eu une élection primaire dans chaque canton. Ça se passe en 1946. Il y a eu une élection primaire dans chaque canton où les partis politiques ont déposé des listes de noms et les électeurs ont voté à la proportionnelle. Alors, si dans un canton il y avait 10 sièges de grands électeurs ou 15, eh bien c'était réparti à la proportionnelle du résultat des élections au suffrage universel. Et après quoi, eh bien tous ces gens-là se réunissaient à Tarbes pour élire les sénateurs. Alors, les conseillers de la République, ça voulait dire qu'on savait par avance, puisque les partis pouvaient se compter à ce moment-là, après les élections. Hein. Ils pouvaient se compter, et donc ils désignaient des... C'était un peu un système à l'américaine pour désigner le Sénat. Bon, ça s'est produit qu'une fois, ça. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est que vous pouvez aller dans la presse ou dans les archives et consulter et savoir qui chaque parti a présenté dans chaque canton. Et là, on a des surprises sur des noms qu'on voit, etc. Parce que c'est amusant, quoi. Et ça vous montre, ça vous donne un panorama, ça. C'est un beau portrait de la situation politique en 1946. Bon.
Alors, le Grand Conseil des communes de France, c'est le Sénat. Bon, et nous élisons 2 républicains en 1882. Entre parenthèses, c'est le président du Conseil général qui est élu, sénateur, un des 2 sénateurs. Il s'agit d'un Argelésien, Germain Dupré, mais qui était conseiller général de Tarbes-Nord, qui sera le premier sénateur républicain et le premier président du Conseil général républicain du département. 1879, c'est aussi la première fête du 14 juillet, comme fête nationale. Alors la presse en fait état. Alors, selon les journaux, c'est un succès. Le préfet et son épouse ont participé au bal à Tarbes. Bon. Et puis un entrefilet nous dit que monsieur et madame Thénault ont été vus au bal de la Reule. Donc il fait des apparitions. Il vient danser à la Reule le 14 juillet. Il doit y passer les vacances. Et on les y verra aussi en 1880, 1881. Et lorsque se profilent les élections législatives d'août 1881, les élections législatives au mois d'août, la France n'est pas en vacances à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne mettrait plus les élections législatives au mois d'août. Eh bien, il se présente aux élections parce que Anatole Desbons annonce son retrait pour raison de santé et alors on a supposé que comme il n'avait pas voté un certain nombre de mesures du premier ministère Ferry, il n'osait pas se représenter. En réalité, il est décédé peu de temps après aussi. Et donc, le comité républicain désigne Eugène Thénault comme candidat dans cette circonscription en 1881. Et il va être élu facilement. C'est la seule fois où il est élu. Et il est élu dès le premier tour avec 75,4% des suffrages exprimés. C'est donc un large succès dans la circonscription de Vic, Maubourguet et Tarbes-Nord. Bon, et donc le voilà député. C'est le seul mandat, la seule élection d'ailleurs qu'il ait jamais gagnée. Dans le département, évidemment, le bonapartiste Dominique Cazot est réélu, mais on a 2 républicains qui sont élus, l'un à Bagnères, Ernest Constant, et l'autre à Argelès, c'est Michel Alicot. Les républicains vont dominer la Chambre des députés avec 411 sièges sur 545. Et, c'est curieux, ils ont une double opposition. Donc c'est pas nouveau, les histoires de double opposition. Une opposition sur la gauche et une opposition sur la droite. Alors, à leur droite, il y a un groupe bonapartiste qui a 43 sièges et un groupe monarchiste, 45 sièges. Et à gauche, il y a un groupe, alors, qu'on dit extrémiste à l'époque, on l'appelle radical aussi, ils sont 46, et une des figures de proue de ce groupe, c'est Georges Clemenceau. Les républicains se répartissent en 3 groupes. L'Union républicaine, 204 sièges, dont le chef de file est Léon Gambetta, et Thénault va s'inscrire à ce groupe de l'Union républicaine. Il y a un groupe ferriste, la gauche républicaine de Jules Ferry, 168 sièges, et puis un centre-gauche qui s'appelle centre-gauche, qui se réclame d'Adolphe Thiers et qui a 39 sièges, et c'est dans ce groupe que siégera Michel Alicot. Alors, Thénault, lui, au cours de cette période, il va soutenir tous les gouvernements qui se sont succédés durant la législature, et en particulier le premier, qui fut le seul ministère que Gambetta a dirigé, qui a duré que 3 mois. Là, les gouvernements ne duraient pas longtemps. Pourtant, ils avaient une majorité, mais ils ne duraient pas longtemps quand même. Après, il va soutenir le second ministère de Jules Ferry, qui lui a duré 2 ans, ce qui est très long pour l'époque, du 21 février 83 au 6 avril 85. Et c'est là que vont être prises un grand nombre de mesures, notamment concernant l'école laïque, etc., etc. Le divorce aussi, etc., un tas de mesures très laïques qui étaient portées par les républicains de l'époque. Lui, il s'intéresse à la commission de la défense nationale et des affaires étrangères. Alors, voilà, vous savez, il a été rapporteur sur les traités de protectorat avec l'Annam et le Cambodge, c'est-à-dire en Indochine.
il a été un des défenseurs de la présence française en Indochine et il a voté les crédits pour le Tonkin. À l'époque, le débat, il a fait rage, mais il a fait rage entre la majorité républicaine et sa gauche, son extrême gauche républicaine. Parce que la droite était d'accord avec le... Encore que les bonapartistes, ils pensaient qu'il fallait plutôt consacrer l'argent à préparer la revanche contre la Prusse que d'aller s'embarquer outre-mer dans les colonies. Et Clémenceau était un farouche opposant à la colonisation. Il y a un fameux débat, alors qu'on a donné à étudier aux élèves pendant de nombreuses années, je ne sais pas si ça se donne encore à expliquer, discours de Ferry pour justifier la colonisation, et Clémenceau qui tire à boulet rouge depuis la tribune de l'Assemblée contre ce projet. Lui, il a soutenu la colonisation. Bon, Thénault se défie de cette extrême gauche radicale, inspirée par Clémenceau, et il a voté contre des propositions de loi qui émanaient de ce groupe. En particulier, il a voté contre l'élection des magistrats par le peuple. Bon, Clémenceau à cette époque-là, mais ça ne sera plus le cas du Clémenceau qu'on verra à la fin de sa carrière. Hein. Il pensait que les magistrats devaient être élus par le peuple. Mais ça s'était fait sous la Révolution, ça. Localement, il intervient effectivement en faveur, sur certains points. Il est intervenu en faveur de la création d'établissements scolaires. Alors ça, on n'en a pas de preuves parce qu'on n'a pas de courrier, on n'a pas d'archives personnelles, etc. Mais c'est Joseph Fitt qui, au début du XXe, avait publié un petit opuscule qui était des sortes de mémoires. Et Joseph Fitt lui attribue la paternité de l'école primaire et surtout du collège secondaire de jeunes filles de Vic. Et également, le département lui doit un soutien appuyé à la création de l'école normale de jeunes filles à Tarbes au mois de septembre 1883. En effet, la loi du 9 août 1879 obligeait les départements à entretenir une école normale d'institutrices. Bon, il n'y en avait pas dans le département. On avait une école normale d'instituteurs qui a été jumelée ensuite avec celle de Auch. Hein. Et vous savez que les garçons, ici, ils allaient à l'école normale de Auch, et les filles du Gers venaient chez nous. Mais il y avait depuis 1844 à Bagnères un cours normal de jeunes filles qui formait les institutrices. Et elles étaient sous la coupe de religieuses, les filles de la Croix. Or, le Conseil général, jusqu'en 1880, refusait de construire à Tarbes une école normale, et il souhaitait qu'on transforme le cours normal de Bagnères en école normale, et qu'on en confie toujours le contrôle aux religieuses. Nous ne sommes pas encore séparés de l'État. Hein. L'Église n'est pas encore séparée de l'État. Or, à partir de 1880, la nouvelle majorité va effectivement défendre l'idée de créer l'école normale de jeunes filles, mais entrer dans les pieds, parce que dans cette majorité républicaine, on aura l'occasion d'en parler, il y a une ambiguïté qui apparaît entre 1881 et 1885. On est républicain, très bien, mais quand il s'agit de toucher à la laïcité, il y a une partie des républicains qui ne veulent pas, qui sont hésitants. C'est le cas notamment du président du Conseil général, Dupré. Hein. Et à ce moment-là, Thénault a dû peser à fond pour que le Conseil général décide la construction, parce que c'était lui qui en avait la charge, de l'école normale de jeunes filles à la rue Saint-Antoine, parce que c'était pas encore la rue Thénault, forcément, il n'était pas mort. C'est la rue Saint-Antoine. Et donc Thénault s'est beaucoup préoccupé de ces questions de construction d'écoles, hein, pour que l'État finance aussi, et aide le département à financer. Et il s'est occupé aussi d'un autre point, le développement de l'arsenal de Tarbes. Il s'intéressait beaucoup aux questions de défense et d'armée, bon, il s'est intéressé au département à l'arsenal. Bon, alors, on arrive à l'échec de 1885.
quelle heure il est? Parce que je suis plus bavard que prévu. 1885, c'est un second échec pour Thénault. Voilà un portrait de Thénault, plus mûr, de 1881 à 1885. Oui, un second échec en 1885, je vais remettre son portrait. Qu'est-ce qui se passe en 1885? Eh bien, il se passe que, bon, c'est toujours pareil, l'histoire se répète. Bon, 1981, la gauche gagne. Tout le monde attend beaucoup, 1981. Et puis, il y a des déceptions, il y a des ruptures, etc. Vous vous souvenez tous de ça. Bon, eh bien, 1881, les Républicains gagnent. Certains attendent beaucoup, d'autres un peu moins. Et effectivement, il y a aussi des divisions. Et à la sortie, on est divisé. Hein, et c'est ce qui va se passer en 1885 de la même façon. En 1885, il y a un échec parce que, alors en plus, c'est un peu comparable à 1986. C'est qu'ils n'ont pas su tirer 100 ans après. Les Républicains ont toujours pensé que le scrutin proportionnel était le meilleur des scrutins. Bon. Parce que, voilà, on envoyait à l'Assemblée, à la Chambre, un nombre de députés qui proportionnellement correspondait. Bon, le problème après, c'est que ça ne dégageait pas forcément des majorités. Alors, comment on fait pour dégager une majorité? Vaste question, je pense qu'on n'arrive déjà pas à la résoudre. Bon. Et en 1881, les Républicains ont gagné au scrutin majoritaire de circonscription. Mais ils décident de rétablir un scrutin proportionnel pour 1885. Et comme pour 1981 et 1986. Hein. Bon. Et donc il faut constituer les listes. Bien. Les monarchistes et les bonapartistes vont s'entendre. Alors il ne s'agit plus de savoir... il est mort depuis, hein, le comte de Chambord. Mais il ne s'agit pas de savoir si on va rétablir la monarchie, le bonapartisme tout de suite. Il s'agit de regagner une majorité. Et pour trouver une majorité, on a un point commun à tous ces gens-là, c'est la défense de l'Église, de l'enseignement religieux, contre la laïcité. Voilà. Donc on s'attaque aux lois laïques que Ferry a fait voter. Hein. Alors, ça ne touche pas que l'école, il y a le divorce aussi. Le divorce, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup fait couler beaucoup d'encre. Bon. Donc, si vous voulez, l'opposition des droites de l'époque est soudée, unie, pour se présenter aux élections législatives de 1885. Par contre, à gauche, eh bien, on va avoir des désunions. Alors je vous ai mis tout à fait à votre droite Dominique Cazot, qui était le leader bonapartiste de l'époque, et qui est tête de la liste de droite. Ils vont tous être élus. Et voilà, à gauche, on a un débat. Parce qu'il y a 4 sortants, ils ont droit à 4 députés, oui, à l'époque. Il y a 3 sortants qui sont républicains. Et ces 3 sortants sont solidaires pour repartir ensemble. Bon. Il y a Devès sur Bagnères, il y a Thénault et il y a Allico. Et voilà que quelqu'un sur la gauche, c'est Georges Dazé, qui est un avocat tarbé, conseiller municipal à Tarbes, et qui est un franc-maçon, qui est un laïc pur et convaincu, alors qui a une très forte personnalité, avec beaucoup de coffres quand il s'exprime, paraît-il, mais on le devine sur la photo. Et Dazé, lui, il ne supporte pas Allico, ni Germaine Dupré, parce qu'il les trouve trop modérés, en particulier sur la question de la laïcité. Voilà. Tous les deux sont héritiers de la branche orléaniste qui a suivi Thiers et qui est devenu républicain. Bon. Alors, est-ce qu'ils font liste commune ou pas? Bon. Alors, pour désigner les candidats, à l'époque, il n'y a pas de parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réunit les républicains dans le département. Alors, tous les gens qui se disent républicains viennent, et on fait un comité, puis on fait une assemblée générale, et on vote.
Et les 3 sortants sont désignés candidats, et comme 4e sortant, c'est Dazé qui emporte le morceau. Alors, Aliko n'accepte pas et démissionne, dit « moi je me retire ». Alors, que va faire Thénault? C'est là qu'est tout le problème. Le Thénault de 1870 aurait certainement penché du côté de Dazé, mais le Thénault de 1885 va pencher du côté d'Aliko. Et il va aussi démissionner. Et alors, c'est la pagaille, on refait un comité, et finalement, Dazé est éliminé dans le communiqué. Donc, que fait Dazé, qui a le soutien du maire de Tarbes, Vincent Lupeaud? Que fait Dazé? Il fait sa propre liste. Résultat, nous avons 2 listes républicaines. Hein. L'une plus à gauche que l'autre, et qui dit à l'autre, vous n'êtes pas à gauche, vous n'êtes pas républicain, nous on est les vrais républicains, mais non, vous êtes extrémistes, etc. Bon, je ne vous fais pas un schéma, parce qu'on entend ça tout le temps aujourd'hui, mais ça s'est déjà produit dans le passé, quoi. Et là, évidemment, ils vont tous perdre, et Thénault aussi. Et alors, il faudra du temps pour que les gens se rabibochent et pour que les choses changent. Hein. Mais là, en 1885, les républicains perdent. Mais ils ne vont pas perdre ensuite, pour autant, ni le Conseil général, ni les communes. Hein. Il va rester majoritaire sur le terrain, sur le département. Mais à l'élection législative, ils se sont disputés et ils ont perdu. Et alors que fait Thénault? Eh bien, il retourne à Bordeaux. Il retourne à Bordeaux et il reprend sa plume au journal La Gironde. Voilà. Alors, mais il va pas trop se mêler des affaires politiques générales, parce que là, il va écrire, surtout. Hein, il va s'intéresser à la défense nationale. Il a publié un gros bouquin. Alors ça, c'est un reprint. Hein, c'est une réédition sur les nouvelles défenses de la France, etc. Bon, c'est intéressant, mais bon. Par contre, il va ressurgir dans le débat politique au moment où il y a l'affaire Boulanger, hein, contre le général Boulanger, entre 1887 et 1889. Bon, en 1886, Boulanger est un personnage qui fait son apparition en entrant dans le gouvernement. Et le plus drôle, c'est que il devient ministre d'un gouvernement à la demande de Clémenceau. Hein, c'était la condition qu'avaient fixé les radicaux pour soutenir le gouvernement. Parce que Clémenceau avait été élève avec Boulanger au lycée de Nantes dans leur jeunesse. Bon. Alors Boulanger va se montrer un ministre très populaire. Hein. Par exemple, il prend des mesures en éliminant tous les généraux monarchistes, hein, notamment un des fils de Louis-Philippe qui était le duc d'Aumale. Il va prendre des mesures symboliques, voire démagogiques. Les guérites sont repeintes en tricolore. Il augmente la durée des permissions, ça plaît effectivement aux Midas. Il autorise le port de la barbe, qui était interdit dans l'armée. Hein, il autorise le port de la barbe. Seule la moustache était autorisée. On apprend ces choses. Il améliore l'ordinaire et il est surtout présent. Il va rencontrer les soldats dans les casernes, etc. Et il sait se mettre en scène. Lorsqu'ils rétablissent créent le 14 juillet comme fête nationale, il y a une revue. Elle a lieu à Longchamp, la revue, hein, pas aux Champs-Élysées. Et lui, ministre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait, hein, il défile à la tête des soldats sur son cheval. Hein, bref, comme un véritable chef de guerre, quoi. Il était très populaire. Un chansonnier de l'époque, Paulus, a une grande popularité avec une chanson qui s'appelle « En revenant de la revue ». Alors cette chanson, vous l'avez peut-être entendue dans les années 60 parce que Bourvil l'avait reprise. C'est « Gai et content, nous étions triomphants en allant à Longchamp, voir et féliciter l'armée française ». Voilà. Et dedans, dans la chanson, il y a notre brave général Boulanger. Je vous chanterai pas parce qu'il fait beau. Alors, bref, il s'est construit une image populaire, et une image populaire de général revanche. Sauf que parfois, il va un peu loin. Il prend des décisions tout seul, notamment créant un incident de frontière avec les Prussiens qui aurait pu nous amener à la guerre. Hein, l'affaire Schneebeli, je n'insiste pas. Et alors, il a comme adversaire, effectivement,
une grande partie de nos républicains, Ferry, essaye de faire tomber tous ces ministères. Hein. Et ils finissent par le faire tomber. Et par ses articles dans la Gironde, il y contribue. D'ailleurs, et ensuite, il y a eu un recueil des articles de Thénault contre le général Boulanger. Mais une fois éliminé du gouvernement, il va devenir progressivement le héros de tous les adversaires du régime parlementaire et de tous les gens qui soutiennent un État fort, avec un chef à la tête, un véritable chef. Alors, et les monarchistes vont se dire, mais ce gars-là, est-ce qu'il pourrait pas jouer le rôle qu'avait joué le général Monk? Bon, je vous passe, c'est quelqu'un qui a ramené les rois en Angleterre après la dictature des Cromwell. Bon, est-ce qu'il pourrait pas nous ramener un roi? Et les monarchistes vont l'approcher, le financer. Il y a d'ailleurs un député des Hautes-Pyrénées, le marquis Le Tonnelier de Breteuil, qui va être très proche de Boulanger, et qui va faire des sondages. Par exemple, Boulanger est candidat à la moindre élection. Il a ici été candidat à une élection cantonale pour le conseil d'arrondissement à Luce-Saint-Sauveur. Bon, on n'a jamais vu Boulanger, mais il était candidat. Il a été candidat à des cantonales aussi à Argelès. Bon, il n'est jamais venu. Il a été battu, évidemment, mais c'était des tests. Pour voir un peu s'il était populaire ou pas. Bon, alors, au soir d'une élection législative, je vais rapidement, il a gagné à Paris, et la foule le crie à l'Élysée, il tergiverse, et puis il n'y va pas à l'Élysée. Alors aussitôt, le gouvernement lance un mandat d'arrêt contre lui, il s'enfuit à Bruxelles, et quelques années après, il va se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Et Clémenceau dira de manière méchante, parce qu'il l'avait toujours soutenu, il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Bon. Vous savez, Clémenceau avait des formules. Bon, là, je vais terminer là-dessus. Voilà la dernière bataille qu'a menée Thénault, parce qu'après, il meurt en 1890, le 11 janvier 1890. Il avait été à La Rochelle pour les vacances chez son fils aîné, pour la Noël, ou pour le janvier, puis il a dû prendre froid, et il avait des problèmes pulmonaires, on ne le savait pas, mais bon, au retour de La Rochelle, 2-3 jours après, il est mort, quoi. De problèmes cardiovasculaires ou pulmonaires, exactement, je ne sais pas. On en reparlera parce que Jules Ferry est venu inaugurer une statue à La Reule. Bon, un bon mot de Clémenceau. Clémenceau, puisque c'est l'époque où il y a eu le président Félix Faure, vous savez tous, le président qui est mort dans des conditions un peu particulières. Et ce président Félix Faure, il voulait être, on l'avait appelé le président Soleil. Et Clémenceau avait dit après sa mort, il se croyait César, il fut simplement pompé. Voilà. Voilà. Il avait des mots très durs, Clémenceau. Bon, je pense qu'il est l'heure et que la collègue qui arrive après, moi j'ai 15h30. Non, bon. Alors, ben, écoutez, j'étais un peu trop bavard sur les questions institutionnelles. Il faut me dire, parce que à travers tout ça, il y a des problèmes qui sont toujours vrais et qui ressurgissent. Moi, c'est ce que je ressens, quoi. Bon, et on ne tire pas toujours des enseignements de tout ça. Voilà. Bon, ben, à dans 15 jours, où je reprendrai sur le Conseil général. Oh, merci, mais c'est pas la peine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.